messieurs, bonjour, bienvenue dans Fast Club avec Romain Thiévin qui découvre à l'instant même, au moment où je vous parle, la toute nouvelle acquisition du Fast Club parce qu'il y a une petite partie voiture ancienne dans Fast Club. Il y a bien sûr toutes les belles voitures que vous connaissez et puis un peu de voitures anciennes. Et Romain, c'est plutôt moi qui l'ai choisi celle-là. Ah ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. T'aimes pas? Une vieille Porsche quoi, 1930 non? Mais 1940. non, un Porsche 911 Carrera 3 litres 2, 1987. Oh l'embrayage, la pédale, les pédales l'articulé au inversées sol. là. Oh là là. Il faut savoir que la 911 est sortie en 1963 et qu'elle existe toujours, mais il y a eu plein d'évolutions. Celle-ci, c'est une Porsche qui a été commercialisée sous cette forme à peu près de 74 à 89, avec plein de petites évolutions. Et ça, c'est un petit peu la fin de cette génération-là. C'est sympa. Alors, c'est tout petit, vous la voyez, elle est toute petite comme ça. Ah ouais, ça sert à vraiment à rien comme voiture. Mais pourquoi? Mais aucun intérêt, regarde, il n'y a même pas de chauffage. Ah non, ça c'est vrai, c'est l'enfer. Le moteur est à l'arrière, à l'époque, il ne savait pas faire de chauffage. On rame beaucoup, alors il y a plein de tirettes très compliquées, mais on va finir par avoir chaud. Par contre, on aura de la buée, je pense. Oh le klaxon ridicule. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Alors, regardez le sommaire de l'émission. Cette semaine, dans Fast Club, on vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Romain, notre pilote, va comparer la Ferrari F430 à sa descendante, la 458 Italia. Alors, sœur siamoise ou vraie révolution pour l'Italia? La réponse dans quelques instants sur le Las Vegas Motor Speedway. Vous verrez ensuite Stéphane vous présenter la dernière venue du Fast Club. Ce ne sera pas la bestiale 911 GT2 RS, mais la séduisante Porsche 911 3 litres 2. À coup sûr, cette ancienne ne vous laissera pas indifférent. Puis, vous découvrirez un film et ses coulisses dignes de Fast Club. Tournée en toute légalité, une Lamborghini Superleggera et une Porsche GT3 se lancent dans une course folle. Le décor, Paris by Night. Et pour finir, nous plongerons dans notre habituelle rubrique tuning avec une Alfa Romeo GTV d'un bleu aquatique. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Alors Romain, est-ce que tu te fais à cette voiture? Pas du tout, ça te fait marrer de me voir au volant. Mais non, mais comme elle est mignonne, toute petite comme ça. Ah, elle est petite, c'est sûr. Hein. Et alors, il y a quoi, les 5 compteurs de... Ah bah oui, ça, les 5 compteurs légendaires. T'aimes pas le tableau de bord? Franchement, c'est moche. Mais alors, si, c'est un chrono ça, mais c'est en Non, secondes. c'est Ça a pas l'heure. besoin d'être aussi précis. C'est l'heure. Ah, c'est l'heure, d'accord. Non mais moi j'adore cet intérieur, mais bon. Là, tu verras, le charme va opérer progressivement. Parlons maintenant justement de voitures modernes et de Ferrari. Merci. Puisque on veut savoir l'écart vraiment. On dit depuis le début, la nouvelle Ferrari 458 Italia est des années-lumière devant le modèle qu'elle remplace. C'est une révolution. Voilà. La preuve en image sur le circuit de Las Vegas parce qu'on en a un petit peu marre de la neige ici en Voilà. France. Donc un circuit sous le soleil avec une Ferrari F430 qui va déjà être passée aux oubliettes, qui est déjà obsolète, tu crois, par rapport à la 450? On va voir. Romain Thiévin va donc tester et voir si l'écart, est-ce que la vieille est capable quand même d'embêter un petit peu la nouvelle ou est-ce que vraiment la nouveauté est bien meilleure. En tous les cas, moi j'adore le charme des voitures un petit peu anciennes. Regardons en tous les cas ce comparatif tout de suite. Cette semaine dans Fast Club, nous voici entourés de la Ferrari F430 F1 et de sa remplaçante, la Ferrari 458 Italia. 5 ans les séparent et pourtant c'est une révolution, vous allez voir, on va voir toutes les petites différences. On va commencer par le design, le look à l'extérieur et puis bien sûr moteur, boîte de vitesse et comportement sur la piste. Au niveau du design, du look extérieur, je peux vous dire que Ferrari s'est lâché sur la 458 Italia, on le voit, avec les feux effilés comme ça, un avant de requin. La voiture est un petit peu plus large que la 430, un petit peu plus longue et un peu plus légère malgré tout. On a gagné 80 kg, c'est incroyable, avec beaucoup plus de puissance, 80 chevaux de plus. Au niveau du look toujours, les jantes, on est en 20 pouces maintenant d'origine alors qu'on était en 19 pouces sur la 430. Quand on regarde le look global, on voit que, alors la 430 à l'époque c'était une révolution, c'était génial, hein, mais elle s'est pris un petit coup de vieux quand même. La 458 Italia est vraiment très ultra moderne et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est pas mal non plus. La 430 à l'intérieur, c'était quand même beaucoup mieux que la Modena parce qu'une Modena, c'était une Fiat à l'intérieur. Là, il y a encore des petits boutons de Fiat un petit peu partout, des boutons en plastique ici pour la clim, mais c'est nettement mieux déjà. On a un gros tableau de bord central, on a le petit Manettino ici sur le volant. Moi, j'ai du mal avec le cuir beige ici, le cuir noir à l'intérieur. L'intérieur bicolore comme ça, c'est pas terrible, mais la 458 Italia, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est nettement plus moderne.
À l'intérieur, la 458 Italia est pour moi magnifique. Ça sera difficile de faire une voiture plus jolie. Déjà, Ferrari n'a plus rien à envier à ses concurrentes allemandes comme Porsche, Mercedes. On est dans du luxe, c'est confortable, c'est beau. Noir avec les surpiqûres rouges et puis le travail qui a été fait sur les bouches d'aération ici, que ce soit la console centrale. Voilà, Stéphane Rothenberg adore cette voiture aussi. Vraiment, on n'a plus besoin d'aller chez Porsche. Le volant est sublime. Il est multifonction. On a le Manettino, les essuie-glaces, les phares, les clignotants et puis les palettes pour la boîte de vitesse ultra rapide. On regarde tout de suite le moteur et puis après, direction la piste pour comparer les performances. Un moteur exceptionnel dans cette 458 Italia, V8 4,5 litres qui développe 570 chevaux. Alors, moi j'aime moins le look que celui de la 430. Par contre, c'est l'injection directe, ils ont fait une révolution, c'est vraiment beaucoup plus performant, accouplé à une boîte de vitesse 7 rapports ultra rapide. Voilà, c'est une révolution, mais au niveau du look, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui de la 458 est quand même moins joli que celui de la Ferrari 430 qui est ici. Voilà, le moteur est un peu plus en relief. Je préfère celui de la 430. Bon, de toute façon, ce qui nous intéresse dans Fast Club, c'est les performances. Donc direction le circuit maintenant. Allez, on va commencer par un test d'accélération pour comparer les performances moteurs de cette Ferrari 458 Italia dans laquelle je suis. Moteur 4,5 litres V8 qui développe 570 chevaux contre David qui a la Ferrari F430 F1 4,3 litres V8 490 chevaux. On a un moteur injection directe ici sur la 458 Italia. À mon avis, il n'y a pas photo. On roule à 20 km/h, 300 mètres d'accélération et on voit l'écart à l'arrivée. C'est parti. Bon, on a fait un test de 300 mètres. La 458 Italia lui met 30 mètres, c'est pas compliqué, 10%. Voilà, c'est quand même une grosse performance. Quelle accélération, c'est dingue. Les vitesses passent aussi très très vite, résultat, on a des performances incroyables. Nous voici à l'intérieur de cette Ferrari F430 F1. Pas besoin de launch control ici aux États-Unis, on accélère à fond, on se met en première et à 4500 tours, la voiture part. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On a du mal à passer la puissance quand même, heureusement qu'il n'y a pas plus de 490 chevaux. Ah, la boîte de vitesse est quand même très très lente, c'est vraiment le problème sur cette 430. Un petit peu moins de couple aussi dans ce V8 4,3 litres de la 430. 500 tours quand même. Allez, on arrive à 120 miles à l'heure ici en bout de ligne droite. Troisième, il faut vraiment placer l'auto pour éviter le sous-virage. L'auto est tellement souple qu'elle se place moins facilement sur les freins. Du sous-virage dans les longues courbes, si on rentre sur les freins, mais par contre dès qu'on prend l'accélérateur, avec les 490 chevaux de cette 430, on arrive quand même à faire des beaux travers. Voilà pour l'essai de cette Ferrari 430. Maintenant, on essaye tout de suite la 458 Italia. C'est incroyable la sensation d'accélération qu'on a dans cette 458 Italia. Dès 3000 tours, on a vraiment de la puissance et les vitesses passent hyper vite. Dès qu'on accélère, ça pousse. Quelle motricité, c'est dingue. Non seulement il y a de la puissance, mais en plus, on a tellement de motricité que toute la puissance passe sans problème. Je ne sais
sais pas si vous pensez comme moi, mais cette 458 Italia est meilleure partout que la Ferrari F430. Un meilleur moteur, une meilleure motricité, un meilleur châssis. Je la préfère à l'intérieur au niveau du design, au niveau du look extérieur, elle est incroyable également. Les jantes 20 pouces sont magnifiques. C'est une révolution, une nouvelle génération de voitures réellement. On vit une époque formidable parce que Ferrari, en 10 ans, voilà, on réussit à faire un pas mais incroyable en termes de technologie, de performance. Il n'y a jamais eu autant de différence, je pense, entre deux générations de voitures chez Ferrari. Mais en attendant, la 458 Italia est la nouvelle référence. Vraiment loin devant la Ferrari F430, qui a quand même de beaux restes. On a vu aujourd'hui, hein, c'est une bonne drifteuse. La grand-mère, elle s'est bien débrouillée. Hein. Allez, nous, on continue dans Fast Club. Alors je reconnais qu'on commence à avoir un peu de buée. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Il y a la lunette arrière, on peut... Ah bah lui l'intérieur des givronnes, bien sûr, on peut quand même s'en sortir. Non mais il y avait quand même des options. C'était une voiture extrêmement chère à l'époque, hein, il faut savoir. Voilà. Combien? 25 000 francs, 30 000 francs? Non, ça valait... Ah, tu rigoles, ça valait très, ça valait 450, 500 000 francs. C'est chic, tu veux dire, de se balader avec une... Non, puis c'est une voiture formidable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore moi, le fait qu'elle soit petite, qu'elle soit compacte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très puissant. La boîte est très démodée. On est toute elle est bien conservée, celle-là, quand même. Hein. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle... Combien de kilomètres? On a choisi 152 000. Bon, voilà, elle a vieilli. Mais ce que je vous propose, c'est de la découvrir. Je m'y colle, Par toi, d'accord? bah oui, allez, je m'y colle. C'est sûr, tu vas nous en parler pendant une demi-heure. Oui, mais je ne vais pas non plus avoir les yeux de l'amour. Je vais la regarder avec un regard critique comme je peux. Ah, pour une fois. Allez, bien. regarde. C'est toujours un grand moment de vous présenter une nouvelle voiture du Fast Club. Alors vous savez qu'on a beaucoup de voitures modernes, mais on a aussi une petite collection de voitures anciennes. Et là, on a rentré une voiture légendaire, la 911. La 911 est née en 1963, ça fera 50 ans dans 2 ans. C'est avec la Corvette, la voiture de sport qui a la carrière la plus longue. Mais alors bien sûr, c'est une carrière compliquée. Le modèle que vous voyez là, celle-là vraiment, elle est de 87. Donc la première génération de 911, c'est 63, 73, et celle-là, 74, 89. Elle est facile à reconnaître hein, si vous n'êtes pas spécialiste. C'est les pare-chocs à soufflet comme ça. C'est très à la mode à l'époque. D'abord, c'est pour les vendre aux États-Unis. Il commence à y avoir des normes de crash test, etc. Et c'est aussi l'époque où il commence à plus y avoir de chrome, où on est noir mat comme ça sur les entourages de vitres, alors qu'il y a beaucoup de 911 d'avant qui sont bien sûr très chromés. Rien qu'avec ça, vous avez effectivement le look. En revanche, le châssis, le style, la carrosserie, la voiture, tout le reste, c'est encore une voiture de 63. Donc c'est déjà à l'époque une vieille voiture, mais elle a du charme, vous allez voir. L'une des particularités déjà, c'est que c'est une petite voiture. Regardez, voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la circulation, on s'en rend compte. Hein, quand on la voit rouler parmi d'autres voitures, c'est une petite voiture. Le charme de cette voiture, sa compacité, ça fait aussi partie du style qu'on aime bien dans les vieilles 911. Autre signature légendaire pour les amateurs, hein, ce sont les jantes avec ce dessin très particulier. On les appelle Fuchs, elles étaient en option. Hein. Là, c'est des jantes 16 pouces. Elles ont un débord déjà magnifique, elles sont polies et elles ont comme ça ces fameuses étoiles en aluminium au centre. C'est absolument magnifique. C'est ensuite devenu complètement démodé. On a changé, plus personne n'en voulait. Et aujourd'hui, dans certaines séries spéciales des 911 modernes, on se réinspire de ces looks. Ça, c'est vraiment le look de la 911 légendaire. La particularité de la 911 du Fast Club, c'est aussi sa couleur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les 911, en dehors des versions un petit peu de course, sont souvent grises, noires, alors que dans les années 60 et 70, les 911 avaient des couleurs vives. Et celle-ci, elle est rouge indien. Je trouve qu'elle a un charme irrésistible, pas vous ? Aujourd'hui, ça fait vieux, mais déjà à l'époque, ça faisait vieux, avec le tableau de bord qui aujourd'hui a du charme. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, c'était déjà très démodé. Mais il y a quand même ces 5 compteurs, ça c'est quand même magnifique, avec le compte-tour central et l'instrumentation VDO d'époque. Alors, qui a un charme énorme, hein, qui aujourd'hui a été un petit peu copié. Ces grosses lettres, ces grosses aiguilles oranges, ce style inimitable.
Alors c'est vrai que c'est un peu rustique, c'est du plastique noir, du plastique dur, hein. On n'est vraiment pas dans le luxe, mais c'est vraiment génial. Et il y a quelques délires d'ergonomie, je vais vous montrer maintenant. Il y a un tour ouvrant électrique, regardez, il est là, si vous le voyez. Bon, où est-ce qu'on l'ouvre à votre avis? Normalement, ce serait par là. Bon. Alors, c'est un petit bouton qui est juste là, et c'est même pas marqué tour ouvrant, hein. C'est à vous de le trouver. Alors, il n'est pas éclairé, rien, vous cherchez, etc. Et vous appuyez, il marche pas. Si voilà, j'ai eu peur un petit peu, ça marche. Voilà, il est tout petit, et c'est comme ça. Bon. Et alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le chauffage, c'est un festival, on regarde. Le système de chauffage, c'est ici, des tirettes dans tous les sens, mais c'est aussi ici. Ça, c'est le désembuage, ça se tire comme ça, vous voyez. Alors, cherchez pas, hein, voilà. Avec ici, des systèmes de vitesse. Là, il y a encore clim optionnelle pour l'époque, c'est une clim quand même, hein, qui marche pas trop mal. Pour le coup, la clim, ça marche pas trop mal. Mais alors, il faut modifier ici les tirettes avec différentes fonctions. Ici en fonction, c'est un enfer, ça marche quasiment pas. C'est vraiment super chiant, je peux vous le dire. Voilà, on a froid, on a chaud, on sait plus. Bon, ça a jamais marché, mais ça, tous les propriétaires de 911 anciennes le savent. Et il a fallu attendre 1990 pour que Porsche arrive vraiment à faire marcher le système. Sur celle-là, c'est... Autre particularité très singulière d'une 911, hérité de la coccinelle, c'est le pédalier articulé vers le sol. Ça, c'est parce que fondamentalement, les gènes de cette voiture, c'est la coccinelle, et d'ailleurs le concepteur, Ferdinand Porsche, c'est le même. Regardez, c'est très bizarre, c'est extrêmement spécial. Lorsque vous appuyez sur les pédales, vous voyez, on voit que l'articulation se fait par le sol, quand tout le pédalier de toutes les voitures modernes sont suspendus, hein, c'est par le haut. Aujourd'hui d'ailleurs, les 911 ont ce pédalier suspendu, mais ça n'a été paru qu'en 1996. Autre particularité de cette voiture, c'est le volant. C'est le dernier volant des 911 jusqu'à l'arrivée des airbags. Certains le trouvent atroce. Il a un côté un peu moderniste, hein. Il est pas, vous voyez, il est comme ça, avec 4 branches, un peu étrange. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il marque son époque, mais certains préfèrent les volants à 3 branches, un petit peu plus anciens. Et moi, je trouve que c'est vraiment une signature particulière avec le logo Porsche et puis ces volants comme ça horizontaux. En tous les cas, il est très très marqué 70s et aussi un petit peu années 80. Mais une 911 ne serait pas une 911 sans son moteur légendaire, le fameux Flat 6 Porsche, le 6 cylindres à plat, hein, des 3 cylindres qui sont comme ça. Il est derrière, alors regardez, on tire ici, hein. Tac, voilà, c'est l'extérieur. Il a commencé sa carrière en 63, 2 litres, 130 chevaux. Déjà à l'époque, il fait 3 litres 2, 231 chevaux. Ça a augmenté. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, il est soit en 3 litres 6, soit en 3 litres 8 à 345 ou 385 chevaux et même beaucoup plus sur les versions spéciales. Voilà ce moteur. Alors voilà, on ne voit pas grand-chose, mais on le voit plus qu'aujourd'hui. Hein, voilà, il est petit, on voit ici les 3 cylindres, on voit ici les 3 autres cylindres. Une sonorité magique, des performances incroyables, indestructibles. Bref, c'est un moteur fabuleux. Alors très bientôt, dans Fast Club, on va se retrouver sur circuit avec Romain, avec les nouvelles, les anciennes, celles-là, parce qu'il y a plein de choses à vous montrer avec cette voiture. C'est quand même l'une des voitures de légende de l'histoire de l'automobile. On retrouvera donc notre 911 3 litres 2 très bientôt dans Fast Club. Bon Romain, voilà mon essai. Est-ce que toi, t'arrives maintenant que tu roules à dire des petites choses positives sur cette voiture? Écoute, elle a déjà un capital sympathie plutôt... Des gens, c'est vrai, hein? Ah, des gens, c'est vrai, des gens nous regardent avec sympathie. Voilà, donc, alors qu'aujourd'hui, avoir une voiture de sport rouge quand on roule en France, souvent, hein? Ouais, on se fait mal regarder. Après, bon, c'est marrant. Ah, ça vient. C'est pas confortable. Non, voilà. mais C'est un peu comme si t'allais faire un petit week-end au camping de temps en temps, quoi, tu vois. Ouais, pourquoi pas? Alors, entre l'hôtel et le Mais camping, aujourd'hui, c'est les voitures, pareil. elles ont tout, elles sont bardées de tout, les électroniques, des Ah, mais machins. on s'habitue. Voilà, celle-là, elle est un peu. Voilà, c'est ça qui est bien, tu vois, on est en contact avec la route. Tu me la prêteras pour rouler sur circuit, pour faire un tour chrono, tu crois? Ouais, Non, tu ne l'auras pas. mais si! C'est sûr que non. Ouais, elle va pas battre les chronos, hein, menteur. mais tu verras, je suis sûr qu'elle te surprendra par son efficacité. Tous les pilotes adorent rouler en 911 classique. Je suis sûr que tu aimeras quand même. Parce qu'effectivement, moteur à l'arrière, il faut savoir la maîtriser, je peux vous dire. Ça va me plaire. Ouais, c'est ce que ça va être assez difficile. C'est un peu Ça se souvient avec beaucoup, le sac à dos à l'arrière comme ça. Voilà. Ouais. Et le frein avant est pas très précis, mais ça freine et puis il y a un vrai moteur. Donc ça, on en verra un peu plus tard. On la reverra régulièrement cette saison dans Fast Club. Bon, on continue? Avec plaisir, Stéphane. Allez, c'est parti. Ring Race, voilà, je prends ça comme une aventure, comme aussi un challenge, parce que mettre une Lamborghini et une Porsche qui vont s'affronter dans Paris et sur le périph', on ne voit pas tous les jours. On va construire quelque chose de nouveau. Il y avait évidemment le louche
avec un rendez-vous, mais ça n'a rien de comparable, puisque c'est pas la même époque et puis c'est pas la même attaque. Ça a été super important de traiter cet aspect sécurité. L'approche au niveau du placement des personnes par rapport aux trajectoires des voitures. Il y a du monde là, faut nous laisser à l'échappatoire là, de sortie quand même. Regroupez-vous tous. C'est le fait d'utiliser des pilotes professionnels. Je pense à Julien Piguet et son équipe pour faire un boulot formidable sur le tournage. Sur le fait de travailler sur des sections qui étaient fermées. On était sur des zones de tournage, route et trottoir, donc complètement encadré par l'équipe du film. On a un plan de travail qui est défini, découpé par secteur. On ne peut pas bloquer longtemps les voies sur lesquelles on va circuler. Donc le mot d'ordre, c'est efficacité à ce moment-là. On a une chance inouïe, c'est de pouvoir placer 2 voitures d'exception qui sont donc la GT3 et la Superleggera dans un décor qui est plus que mythique, qui s'appelle Paris, de nuit qui plus est. Et il faut profiter de cette chance-là.
Game day. Un rendez-vous avec un copain, ça met toujours en joie. Surtout pour lui montrer sa nouvelle voiture. Ah, c'est tellement bon que ça pourrait limite vous faire perdre la tête. Hot car, huh? On fire. Do you have new car replacement? Rouler à pleine vitesse sur une autoroute et perdre une roue, ça peut être extrêmement dangereux. Sauf si vous maîtrisez la technique de la boule de flipper, inventée dans les années 80 par Corinne Charby. Et dans ce cas-là, pas de problème. Bon, allez, on termine avec une histoire de camionneur. Et cette question, pourquoi vaut-il mieux être deux conducteurs quand on fait une longue distance? Vous séchez? La réponse la voici. Eh bien, c'est parce que seul, c'est vraiment crevant. Une histoire à dormir debout. Je sais, Romain, que cette voiture est rouge et que ça te choque qu'une 911 soit rouge. Sur les vieilles, ça va. Sur les nouvelles, c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce qu'il y a? T'as tiré ta mini veilleuse? Non, faut rester en veilleuse parce que toi, si tu tires les phares, regardez, tire les phares. Toc, il nous manque un phare, il est cassé. Ah bah oui. Alors remets, voilà, mets-toi en veilleuse pour éviter qu'on se fasse arrêter. Comment on fait pour... Voilà, tac. Ah, je suis en veilleuse. Voilà, t'es en caméraman, veilleuse, t'es en veilleuse, t'es en veilleuse. Voilà, tu restes comme ça, c'est très très bien. D'accord. Alors, ok, les Porsche normalement sont pas rouges, même si ce rouge indien avait beaucoup de succès, parce que la couleur. Rouge indien. Ça s'appelle rouge Quoi, indien. la couleur de la Carrera, peau ou rouge pas du indien, tout? bah un petit pourquoi pas, rouge indien. Mais en revanche, il y a des marques pour lesquelles le rouge est la couleur, j'allais dire officielle. Ferrari, Et évidemment. quoi d'autre? Un italien aussi, Alfa Romeo. Bravo! Ah, mais m'étonne! Mais maintenant, ça y est, mais t'as Stéphane, une ça fait 5 ans connaissance. que je suis à côté de toi, que tu me bassines Ah, bah, avec voilà. ça. Je suis obligé Bon. de retenir quelques trucs quand même de temps en temps. Alors parlons Alfa Romeo, mais cette fois-ci dans un autre domaine, le tuning, avec la GTV, qui est une très jolie Alfa qui est plus fabriquée aujourd'hui, j'aimais beaucoup. Petit coupé et cabriolet très joli. Mais bon, parfois il y a des gens qui veulent modifier tout ça avec le savoir-faire et le plaisir et la culture très particulière du tuning. On regarde ça tout de suite? Allez, on regarde ça. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Virgile, 32 ans. J'habite à l'Espignan. J'ai un garage à Béziers et je vais vous présenter mon Alfa GTV. Ce qui me plaisait dans cette voiture, c'est son profil et sa mécanique. Alors, la ligne directrice de ce projet, c'était de modifier la voiture tout en gardant sa coupe assez profilée. Et je voulais pas faire comme les autres, faire une voiture qui sort un peu de l'ordinaire au niveau de sa peinture et de sa forme. Sur le pare-choc, on est reparti un peu sur la base d'origine qu'on a modifié sur le bas. On l'a élargi pour lui donner un peu plus de volume. On a enlevé le système des clignotants, on a agrandi les bouches et le pare-choc, on l'a allongé de 5 cm. Au niveau des feux, on a gardé un peu leur forme d'origine ronde et on les a améliorés en faisant une paupière de phare au-dessus pour leur donner un peu plus d'agressivité. Au niveau de la calandre, on a agrandi la bouche qui était triangulaire d'origine. On a enlevé l'insigne d'origine qu'on a remplacé par une grille et des lamelles chromées. Et au niveau de l'avancée, on l'a avancé de 5 cm pour qu'ils viennent se fondre dans le pare-choc avant. J'ai pris des jantes à bord poli pour leur donner un peu plus de volume et au niveau esthétique. Après, j'ai pris en fond noir pour justement être assorti au véhicule. J'ai mis des jantes assez ouvertes pour faire apparaître les freins qu'on a changés au niveau diamètre. On est passé à un diamètre supérieur pour avoir un meilleur freinage et au niveau design. On a changé les basses caisses d'origine par des bas de caisse un peu plus volumineux qu'on a retravaillé au niveau finition carbone et nous avons relevé le bas de caisse pour donner un système d'écope sur l'aile arrière. Alors au niveau de la peinture, on a travaillé sur 3 plans. À l'avant, nous sommes partis sur un flaming, sur les côtés un marbré et sur la fin, on a travaillé sur de la peinture à l'aérographe. Alors au niveau du flaming, c'est un effet de flamme qui ressortent bleu ou rouge, plusieurs couleurs, vous choisissez. Nous, on est parti sur de bleu. Nous avons peint d'abord le capot en noir. Nous avons fait des pochoirs en forme de gouttes d'eau
qu'on a peint autour en blanc. Et pour donner cet effet bleu, on prend un bleu dilué, presque transparent, qu'on applique dessus pour lui donner un certain volume au niveau du flaming. Alors là, sur l'aile, on s'est un peu lâché. Nous avons fait un système comme si la peinture se décollait. Et nous avons fait de l'aérographe en tête, une tête de mort. L'aérographe, c'est un système de pochoir et toutes les finitions sont finies avec un léger pistolet qui fait un jet très très fin. Pour la dernière phase de la peinture, nous avons fait un style de marbré. On est parti sur un gris qui part au bleu. Et pour donner cet effet de strie, nous avons pris un papier qu'on a froissé sur la première couche de peinture et qu'on a enlevé, puis après on a tout verni. Au niveau prix, il faut compter à peu près 1 500 € d'investissement. Et si c'était fait par un professionnel, il faudrait compter dans les 5 000 €. Sur la malle arrière, j'ai lissé carrément toute la malle, j'ai enlevé la serrure et tous les logos pour lui rendre un effet plus fluide. Alors au niveau du pare-choc arrière, nous avons gardé la partie haute d'origine. Nous avons tiré un moule pour reprendre la forme d'origine. Sur le bas, on a greffé avec de la résine un rajout de pare-choc. Nous avons modifié aussi le dessous du pare-choc en faisant une écope tout en carbone. Et on a ouvert les deux côtés pour faire passer les 4 échappements pour lui donner un effet plus racine. Il faut compter à peu près 1 mois de travail pour le pare-choc arrière. Alors, au niveau de la sellerie, j'ai gardé les fauteuils d'origine que j'ai rhabillés tout en cuir rouge, ainsi que le tableau de bord. Nous avons modifié aussi les panneaux de porte qu'on a rhabillés aussi en cuir rouge pour faire un contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Je fais des concours hi-fi, donc j'ai complètement modifié les panneaux de porte pour installer un kit éclaté en 3 voies. Ça veut dire que vous avez 3 systèmes d'haut-parleurs dessus. Je sors à peu près 128 décibels. Je ne cherchais pas trop la puissance, je suis plus qualité sonore et je suis champion de France en qualité sonore. À la base, c'est une voiture d'occasion que j'ai achetée 8 000 € il y a 3 ans. Au niveau travail, on a mis à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, c'est une voiture que j'estime à peu près à 15 000 €. Romain, à vous, cette voiture a 24 ans. Elle tient le ralenti comme qui rigole. Elle fonctionne très bien. Bon, on n'arrive pas à désembuer parce que c'est l'enfer, le moteur est à l'arrière, ils n'arrivent pas à faire le truc. Non, faut ouvrir un petit peu la fenêtre. Oui, c'est ça, faut le faire à l'ancienne. Bien sûr, vitre électrique. Ah bah quand même. Arrête, il y a 25 ans. Non, mais moi, ce qui est intéressant, Stéphane, ce que je remarque, c'est que l'évolution qu'il y a eu en 25 ans d'automobile. Quand on essaie une Porsche actuelle, et cette Porsche-là, il y a un monde, c'est le jour et la nuit. Tu as raison, gigantesque. C'est gigantesque. Une petite Porsche Boxster. Ah oui, beaucoup plus sophistiquée. Il nous a regardé, il nous a fait un petit appel de Bien sûr, c'est une sorte de fraternité. Un petit caïman comme ça, voilà, nous aussi, on salue. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, en 87, puisque elle était produite cette année-là, était déjà une vieille auto. Jugée par la presse comme démodée, formidable, mais démodée parce que Porsche n'avait pas trop d'argent à l'époque. Voilà, à l'époque, le marché était moins gros, il y a eu des crises. Et Porsche, de 74 à 88, ils ont à peine modifié cette voiture, un peu de chevaux, une nouvelle boîte, trop babiole. Mais grosso modo, c'était la même. Et c'est vrai que quand on voit que les voitures aujourd'hui évoluent en permanence, et ça cette évolue voiture, très vite maintenant. Et déjà en 88, c'était une vieille auto, un peu démodée, toute petite, ce pare-brise plat. Alors pourquoi t'as acheté ça? Mais il faut savoir, Romain, que parfois, les défauts sont des qualités. D'accord. Okay. Je t'expliquerai ça. C'est vrai que c'est charmant. Ah, ça commence, charmant. voyez, je suis sûr que ça vient. C'est charmant, il faut qu'on fasse faire un petit rallye quoi, avec ça. Un petit rallye historique. Pourquoi pas. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Bien sûr, Stéphane. Et pour ceux qui veulent revoir cette émission, w9replay.fr sur Internet 24h sur 24. Absolument. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.